véritable but, c'est de mettre en place une politique de terreur dans la recherche et de censurer les recherches sur les personnes minoritaires. Il prend un plaisir à foutre ses bébés poulets au shaker devant ses invités quand il est chez lui. Il a quel poste ce mec ? Il prétend au poste de ministre de la Santé des États-Unis. Un milliardaire dont le modèle économique repose sur la vente de données personnelles. Maintenant, il a accès à toutes les données personnelles des États-Unis. Cette allégeance de l'administration fédérale est exigée par le président Trump. Ça s'appelle une dictature. Parlons de Trump. On va commencer par l'article de Mediapart. En gros, pour vous expliquer, depuis que Trump a été intronisé président, et d'ailleurs c'est souvent quelque chose qui se fait le temps qu'une administration se mette en place, il y a les différentes remontées d'informations du CDC, donc le Center for Disease Control, qui est un petit peu, en gros, l'Institut National de la Santé, globalement. En gros, chaque semaine, l'Institut National de la Santé fait remonter, par exemple, aux médecins, un gros récapitulatif des tendances épidémiologiques, des tendances de maladies. Genre, par exemple, si on détecte que de plus en plus de patients dans ta région ont été infectés par une certaine bactérie, ça permet après aux médecins d'adapter en fait leur prise en charge, de prendre ça en compte lorsqu'ils vont avoir un patient qui leur présente des symptômes et se dire « Attends, on a une hausse de contamination par cette bactérie, ok, je vais peut-être te faire des tests là-dessus parce que ça peut y ressembler. » Des trucs auxquels tu ne penserais pas forcément si tu n'avais pas cette indication-là. La CDC, c'est l'équivalent de Santé publique France, exactement. Donc c'est un truc que les médecins reçoivent chaque semaine. C'est assez habituel quand il y a un nouveau président que le temps que l'administration se mette en place, il y ait un gel des communications. Ce qui fait que généralement, au début d'un mandat, pendant 1 ou 2 semaines, les médecins, ils n'ont pas ce rapport. Là, ça fait plus de 2 semaines. En fait, on est dans une situation où Trump a imposé un gel de toutes les communications sur la santé et ça fout les médecins dans la turbo-merde. Plusieurs médecins d'ailleurs sur TikTok qui disaient on est face à ce gel de trucs, ça commence à devenir dangereux pour mes patients, etc. etc. Genre les zones portuaires sont des clusters d'infections tropicales potentiellement vénères, c'est chaud. Ah, c'est chaud de fou. Donc là, les États-Unis sont extrêmement vulnérables à de nouvelles épidémies, en fait, concrètement. Et ce qui se passe en plus de ça, c'est qu'en fait, finalement, ce gel des communications se fait en fait dans un contexte où l'administration Trump est en train de tout foutre en l'air la façon dont fonctionne le CDC, donc leur Santé publique France des États-Unis, quoi. Le Center for Disease Control. Donc il y a un article de Mediapart qui résume un petit peu tout ça. Donc aux États-Unis, la recherche médicale et la culture scientifique sont mises au pas. Donc non seulement du coup les communications scientifiques sont gelées pour les médecins, mais en plus de ça, Trump s'attaque désormais à la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'en gros, Trump est en train de casser progressivement un à un tous les outils de santé publique qui avaient été mis en place et développés par la recherche, etc., pour le bénéfice justement des médecins et donc de leurs patients. Donc alors que Donald Trump vient de mettre un terme à toutes les politiques de diversité, donc les fameux DEI, etc., Robert Kennedy Jr. tente de se faire adouber par le Sénat pour le poste de secrétaire d'État à la santé malgré ses positions anti-vax, anti-science et ses conflits d'intérêts. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les communications sont gelées, c'est parce qu'en fait, techniquement, le Sénat n'a pas encore approuvé Robert Kennedy parce que globalement, ce mec est un fou. Il est totalement starbé, ce mec. Genre, personne ne veut lui, bref. La coïncidence est cruelle. Le 20 janvier est un jour férié aux États-Unis dédié à la mémoire de Martin Luther King. C'est ce même jour qu'a été investi le président Donald Trump. D'un geste et d'un regard martial, il a signé une série de décrets qui posent une chape de plomb sur les forces progressistes et pro-science aux États-Unis, notamment la sortie de l'accord de Paris sur le climat et la suspension de toutes les politiques fédérales DEIA pour Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility. C'est vrai qu'on oublie souvent le A dans DEI parce qu'ils disent DEI, mais il y a accessibilité aussi dedans, donc bon bref, toutes les politiques de handicap. Après bon, c'est assez habituel que les gens oublient l'accessibilité dans tout ça, quoi. Le lendemain, dans les 2 heures, tous les groupes de réflexion dédiés à la justice environnementale, du coup la recherche bloquée, donc ils ne peuvent pas s'occuper des patients, donc il y a des risques de mort. Alors, disons qu'ils sont dans le flou sur certains risques de pathologie. Ils peuvent toujours s'occuper des patients sur la base des derniers rapports qu'ils ont reçus du coup avant Trump, mais ils n'ont pas d'update sur ces rapports. Il faut voir son audition absolument surréaliste. Le mec a une voix, on dirait, il va clamser à tout moment. Il se fait griller par Bernie Sanders de façon... Oui, l'audition de Robert Kennedy devant le Sénat, et c'est lunaire, ce truc. C'est totalement lunaire. Genre, par exemple, typiquement, il y avait un extrait qui a pas mal tourné d'une sénatrice noire qui dit bon, monsieur Kennedy, vous diffusez des informations pseudo-scientifiques et qui peuvent être dangereuses pour les personnes, notamment le fait que les Noirs auraient moins besoin de vaccination parce que, en gros, leur corps interagit directement avec un ARN. Et donc, elle dit c'est extrêmement dangereux pour les personnes comme moi, en fait, parce que du coup, ça nous exclut de beaucoup de politiques de santé publique et ça se base sur des trucs de pseudosciences. Et du coup, genre, est-ce que vous croyez toujours combien de doses de vaccination vous croyez qu'il faut que je fasse ? Combien de vaccins vous croyez qu'il faut que je fasse, en fait ?
Et du coup, Kennedy qui dit oui, c'était une étude en Pologne qui disait ça. Oui, du coup, combien de vaccins je dois prendre, moi, du coup, vu que je suis noir? Combien, vous le savez? Bah non, vous le savez pas parce que vous n'êtes pas médecin en fait, donc qu'est-ce que tu racontes? Bref. C'est un extrait qui tourne absolument partout. C'est vraiment Raoult, quoi. C'est vraiment de la pseudoscience à fond. Donc le lendemain, dans les 2 heures, tous les groupes de réflexion dédiés à la justice environnementale, aux droits des LGBTI, à la question raciale dans la recherche scientifique et même à l'égalité homme-femme ont été dissous, rapporte une source au sein du National Institutes of Health. Bah oui, parce que quand tu mets fin aux politiques de diversity, equity, inclusion and accessibility, bah ça fait que, je sais pas, au hasard, lorsque tu t'intéresses au développement d'un virus dans la population homosexuelle, qui pourrait mener à la destruction du système immunitaire et probablement aussi une mort rapide de cette destruction du système immunitaire. Bah, comment tu fais si tu ne peux pas nommer ton échantillon de recherche? Comment tu fais si tu n'as pas le droit, dans ta nomenclature de recherche, d'indiquer la différence entre la population homosexuelle et la population hétérosexuelle dans la diffusion de ce virus? Au hasard, hein. Oui, c'est une référence à l'épidémie de sida. Enfin, de VIH, sida. Donc l'Institut national de santé, le plus grand centre de recherche médicale au monde. Toutes les recherches s'intéressant aux discriminations sont désormais proscrites, ainsi que celles sur la justice environnementale, résume cette source qui requiert l'anonymat. Donc en gros, le CNRS des États-Unis n'a plus le droit de faire des recherches sur les discriminations, sur la justice environnementale, sur quoi que ce soit. L'ambiance au sein du NIH s'est brutalement refroidie. Désormais, nous interdisons toute expression politique par écrit. On évoque les temps incertains que nous sommes en train de traverser. À l'oral, en revanche, les chercheurs impliqués dans les groupes dissous font part de leur sidération. Ils réfléchissent à employer d'autres termes pour contourner la réglementation et poursuivre leur réflexion collective et leur recherche. Bah oui, parce qu'en fait, t'as plein de gens. J'ai un exemple très très marquant et très parlant, on va dire. J'avais découvert tout le foisonnement du travail de la CDC pour un travail militant. J'étais allé chercher des statistiques sur la violence conjugale, la violence intime et ses caractéristiques dans les populations LGBTI. Et j'étais tombé du coup sur ces rapports de la CDC, donc du Center for Disease Control, qui dressaient des statistiques, mais des statistiques qu'en France, on pleure d'avoir ces statistiques. On pleure d'avoir ces putains de statistiques sur la prévalence des violences conjugales dans les couples LGBTI. Et donc, tu avais tout un truc, plein de rapports hyper intéressants sur, bah voilà, comment, du coup, quelle est la prévalence des violences conjugales pour les personnes bisexuelles, qui est plus que pour les personnes, voilà. Quel type de violence conjugale? Est-ce que c'est plus au niveau du viol et de la violence sexuelle? Est-ce que c'est plus au niveau de la coercition psychologique, etc. Donc, est-ce que, du coup, dans certaines populations, on va retrouver plus de coercition psychologique, là où dans d'autres populations, on va retrouver davantage de viol, typiquement, etc., etc. Et en fait, il y a un truc intéressant quand tu mets en place des politiques de prévention. Que ce soit des politiques de prévention au niveau national, mais aussi des politiques de prévention au niveau local, au niveau associatif, au niveau, etc., etc., parce que ça te permet de savoir, ok, donc les tendances générales dans les violences sexuelles dans un couple homosexuel, c'est ça. Donc en fait, c'est ce type d'indication qu'il faut rechercher pour dépister en fait une situation de violence. C'est qu'on sait par exemple que la contrainte et la violence psychologique est plus présente. Là, je dis une connerie, hein, voilà. Mais que la contrainte et la violence psychologique est beaucoup plus présente dans les couples gays, par exemple. Voilà, c'était pas forcément ce qu'il y a dans l'étude, hein, là je vous dis de tête. Du coup, quand on va essayer de détecter des situations probables de violence pour des personnes gays, on va porter une attention particulière à la question du contrôle et de la coercition psychologique, de comment la personne, je sais pas, est-ce qu'elle a le droit de voir des amis, est-ce que machin truc, etc., etc. C'est ça, pour mieux cibler les messages de prévention, pour faire un travail, etc. Oui, ça, c'est là que tu vois que les meufs bi sont surreprésentées dans tous les trucs de violence, qu'elles soient en couple hétéro ou pas. Ça, typiquement, c'est un travail qui permet de mettre en place des politiques de prévention et d'accueil des victimes de violence. Et c'est le genre de truc que le CDC n'aura plus le droit de faire. Que les chercheurs qui travaillaient là-dessus n'ont plus le droit de faire. Ils n'ont plus le droit de faire des statistiques qui sont indispensables pour mettre en place des politiques de prévention contre les violences. Quand je vous dis que c'est un autodafé numérique, enfin, à l'époque, on aurait cramé des bouquins. Là, l'avantage, c'est que tout est en ligne, tu peux juste simplement les retirer. Ils n'ont plus le droit de faire de la sociologie parce que, bah oui, c'est ça, ils n'ont plus le droit de faire de la sociologie en médecine. C'est une autre façon de faire taire les populations touchées par des contaminations des sols / eau courante en empêchant les analyses. Oui, aussi, notamment, au hasard, les populations natives qui sont énormément concernées par les contaminations du sol parce que, globalement, les politiques de colonisation de la Terre passent par le fait de rendre leur terre inhabitable. Bah oui, ça, typiquement, il n'y a plus d'outils pour montrer que les populations natives sont particulièrement ciblées parce qu'on n'a plus le droit de faire apparaître la catégorie de natifs, etc.
Pour l'instant, c'est que le cas des papiers qui ont été soumis dans des revues à comité de lecture. C'est que des trucs qui ont été envoyés dans, je sais pas, dans des revues scientifiques qui doivent être rétractés à l'heure actuelle. Il y a un grand risque que, en effet, une fois que ils auront passé ce premier truc de choc de vas-y, on enlève là, on gèle toutes les recherches actuelles sur la diversité, qu'on les fasse se retirer, comme ça a été le cas du site de la Maison Blanche où tous les mots ont été bannis d'un coup. Ils ont supprimé toutes les pages qui concernaient les questions LGBTI et les questions de diversité et tout. C'est numérique, hein, voilà, mais ils ont fait pouf, ça n'existe plus. Pour l'instant, pour le CDC, il me semble qu'on n'est pas encore à ce stade-là, mais c'est la première étape vers ça. Ils réfléchissent à employer d'autres termes pour contourner la réglementation et poursuivre leur réflexion collective et leurs recherches. La crainte de discrimination interne au NIH s'exprime surtout parmi les personnes LGBTQIA+, et racisées. Le texte est très vague pour le moment, ça inclut aussi les échantillons au global, donc même hommes-femmes dans la recherche médicale. Oui, hommes-femmes aussi, c'est vrai. Elle se demande si elles sont toujours les bienvenues, a pu constater la source au sein du NIH. À ceux qui désapprouveraient cette nouvelle orientation de la recherche médicale décrétée par le président Trump, l'administration offre une porte de sortie. Le 28 janvier, l'Office dédié au management des employés fédéraux a publié un message lapidaire indiquant la marche à suivre pour poser sa démission. Vous n'êtes pas content ? Voilà la porte. La procédure est rapide, il suffit d'envoyer un mail dont l'objet est « resign » pour démission, puis il suffit d'appuyer sur la touche « Envoyer », sans plus de fioritures. L'offre est plus que tentante, car les fonctionnaires fédéraux ont encore un statut protégé qui leur donne droit à un maintien de salaire pendant 8 mois, et rien ne leur garantit qu'ils conserveront la sécurité actuelle de leur emploi. De quoi faciliter la tâche d'Elon Musk. À la tête d'un département de l'efficacité gouvernementale, c'est pour ça qu'on revient à Elon Musk, il a pour feuille de route de réduire considérablement le nombre de fonctionnaires fédéraux. Ah c'est simple. On réduit le nombre de fonctionnaires fédéraux, on n'a qu'à commencer par les PD et les noirs. Parce que de toute façon, ils peuvent prendre la porte. Comme ça, on n'a pas à les virer. Pour ne conserver que les plus flexibles, performants, loyaux ou encore dignes de confiance. Donc ceux qui sont les plus loyaux aux objectifs politiques de Trump. Détaille entre autres l'Office de management des fonctionnaires américains. Cette allégeance de l'administration fédérale est exigée par le président Trump, précise encore le message adressé aux fonctionnaires. Ça s'appelle une dictature. Quand en tant que fonctionnaire, tu dois une allégeance politique à ton gouvernement, etc. Parce que c'est pas uniquement genre tu dois appliquer ce qu'on te dit de faire, etc. Mais que tu n'as même plus aucun outil en fait de contradiction, de machin, etc. Quand l'administration doit une allégeance politique totale au gouvernement, c'est de l'autocratie en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Parce qu'en fait, ces administrations sont aussi des contre-pouvoirs parfois. Parfois, le gouvernement, il fait de la merde sur les politiques de santé et ces administrations ont pour rôle de dire « Regardez, on a des données qui devraient vous intéresser sur ce sujet ». Voilà. La menace qui pèse sur la recherche médicale et plus largement sur la culture scientifique s'est précisée lors de l'audition mercredi 29 janvier de Robert F. Kennedy Jr. devant le Sénat, chargé de l'investir ou pas à la tête du département of Health and Human Services, le plus puissant ministère de la Santé. Lors de son audition, Robert Kennedy Jr. n'a cessé de promettre une transparence radicale des différentes agences fédérales qu'il pourrait diriger. Le National Institutes of Health, mais aussi la Food and Drug Administration, FDA, l'administration chargée de la santé publique et du contrôle du médicament. Contrôle du médicament! La recherche est par définition transparente. On n'est pas des gens bizarres ou tordus. Ils cherchent en réalité à nous décrédibiliser. C'est ça, parce qu'en fait, Robert Kennedy dit quoi ? On vous promet une transparence totale. Sous-entendu, on va vous révéler ce qu'on vous avait caché jusqu'ici. Sauf qu'en fait, la recherche, elle cache rien. En fait, genre, tu regardes les annexes, t'as toutes les sources, des trucs comme ça. Enfin, genre, c'est... Je sais pas si ça a été dit, mais il y a un torrent qui tourne avec les archives de la CDC pour en préserver le contenu. Ouais, c'est très nécessaire, quoi. Ils ont fait une liste de termes interdits pour publication dans un journal scientifique ou médical. Donc, gender. Donc, gender, ça veut dire homme et femme aussi. Hein. Transgender, pregnant person, pregnant people. Donc, ça veut dire on peut même plus faire des statistiques sur la grossesse, quel que soit le genre de la personne. LGBT, transsexuel. Moi, ça me fait rire parce que du coup, les psychiatres transphobes pourront plus écrire leur papier de merde. Ça, en vrai, c'est plutôt pas mal. Parce que les derniers qui utilisent transsexuel dans la littérature scientifique américaine, c'est les transphobes. Donc ça, bon, pas mal pour un bien, on va dire. Non-binary, assigned male at birth, assigned female at birth, biologically male, biologically female. Donc même dire homme, mâle biologique et femelle biologique, même dire, parce que c'est tout le truc de Trump, hein, de dire qu'il n'y a que deux genres, c'est homme et femme, et qu'un homme, c'est quelqu'un qui est biologiquement homme, et une femme, c'est que quelqu'un qui est biologiquement femme, avec une vision de la biologie, encore une fois, qui est restée au cours de 4e sur la reproduction sexuée, et encore. Donc ça veut dire que même le fait de vouloir parler d'hommes et de femmes d'un point de vue transphobe, même le fait de dire, ok d'accord, on n'a pas le droit de dire gender, mais au moins on peut dire les biological males et les biological females, bah ça, même ça c'est interdit. Donc même le fait de diviser une population, alors que c'est nécessaire quand même, parce que les corps fonctionnent différemment.
Parfois, les maladies se développent différemment selon les différentes personnes, selon les différentes biologies des différentes personnes. Et donc, c'est bien de savoir, pour un truc donné, est-ce qu'il y a une différence de symptômes, par exemple, entre les hommes et les femmes. Donc, en gros, c'est les chercheurs qui bossent au CDC. Ils font leurs recherches, je sais pas, tu travailles sur les éléments diagnostiques du SED, du syndrome d'Ehlers Danlos, et du coup, tu veux publier dans un journal scientifique ou dans un journal médical pour faire avancer la recherche là-dessus. En mode, tiens, j'ai trouvé qu'en fait, dans les critères diagnostiques, on pouvait retrouver finalement une surdiagnostic chez les femmes, mais du coup, chez les hommes, tel diagnostic et quelque chose, bref, un truc là-dessus. Du coup, tu n'as pas le droit de soumettre ton article à un journal scientifique. Donc, ton article, tu n'as pas le droit d'utiliser cet article pour enrichir la recherche sur ce syndrome, parce que dedans, tu auras fait une distinction entre les hommes et les femmes dans ton échantillon et que tu n'as pas le droit. Oui, et les demandes de financement non plus ne seront pas considérées. Tu ne seras pas payé si tu fais des recherches qui incluent dans ta nomenclature, dans tes échantillons, si tu fais une distinction entre les hommes et les femmes pour voir un petit peu. Ou si tu fais une distinction entre les populations noires et les populations blanches. Si tu fais une distinction entre les populations LGBT. Si tu veux, au hasard, étudier la prévalence du Mpox. Vous savez ce qu'on a appelé la variole du singe là. Et si tu veux étudier la prévalence du Mpox dans les populations gays parce qu'il y a quand même des alertes qui ont été levées, tu peux pas. Voilà. Actuellement, le mémo est si vague que même hommes et femmes est considéré comme non tolérable pour le mémo. Oui, en fait, c'est que genre le mémo est ultra vague pour l'instant, genre les gens ne savent pas comment écrire leur truc. Typiquement gender. Si tu fais une table de répartition d'un échantillon, du coup, si tu veux le répartir par genre ou par sexe, du coup, t'es obligé de mettre genre, type, année, enfin je sais pas, tu vois, genre le haut de la nomenclature. Tu dis ce que tu mets dans la liste, tu vois. Donc tu peux pas mettre genre, bon, ok, d'accord, tu vas mettre sexe du coup, j'imagine. Bon, d'accord, c'est pas interdit, donc j'imagine tu vas dire sexe. Mais en fait, c'est que des trucs comme ça où genre c'est un peu en mode bon, bref. Mais parce qu'en réalité, le but, là on est en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé. C'est un peu absurde parce que du coup, en réalité, tu peux quand même dire des trucs, etc. Non, le but, c'est la terreur. C'est encore une fois, c'est pour ça que cet article Mediapart parlait du fait que l'option, si t'es pas d'accord, c'est de prendre la porte. C'est qu'en fait, le véritable but, c'est de mettre en place une politique de terreur dans la recherche et de censurer les recherches, particulièrement les recherches sur les personnes minoritaires. Les recherches qui pourraient servir à des trucs de diversité, à des trucs pro-LGBT, etc., etc. C'est pour que les droits des personnes LGBT ne soient plus soutenus par quelque chose d'aussi respectable que la recherche scientifique. Parce qu'en effet, dans les mouvements politiques LGBTI, mais aussi antiracistes et pas que, etc., et oui, et ça marche et c'est vraiment la panique dans les labos. Mais dans les mouvements militants LGBTI, il y a eu une stratégie qui a été de s'appuyer sur la recherche scientifique pour prouver qu'on n'est pas des malades mentaux. Parce que c'était important de prouver qu'on n'était pas des malades mentaux pour éviter qu'on nous foute en asile psychiatrique et qu'on nous fasse des thérapies de conversion avec des électrochocs. C'était pas mal. Et donc, en effet, historiquement, les mouvements LGBT ont énormément utilisé la légitimité qu'avait la recherche et aussi le fait que la recherche, ça permet aussi d'avoir des données scientifiques exactes et d'être... Enfin, voilà quoi. Genre, je veux dire, c'est pas qu'on doutait qu'on était des malades mentaux, mais bon, au moins c'est la preuve définitive, si tu veux. Enfin, ou du moins le consensus scientifique sur la preuve. Et ça, c'est exactement une lesbienne inconnue. On ne pourra plus utiliser les recherches qui prouvent que l'accès aux transitions médicales sauve nos vies. Ça veut dire que le domaine du discours sur les personnes LGBTI, là je donne l'exemple des personnes LGBTI, mais ça s'applique à tout. Le consensus médical sur les personnes LGBTI ne pourra plus être utilisé pour prouver qu'on n'est pas des malades mentaux qui sommes issus d'une contagion sociale sur TikTok et que la transition médicale, c'est ce qui nous permet d'éviter de nous flinguer. Et ce qui permet littéralement de baisser le taux de suicide des personnes trans. Et que du coup, le seul discours qui existera sur les personnes LGBT ne sera plus un discours scientifique. Parce que même les chercheurs transphobes qui disent transsexuels, ils pourront plus parler des personnes trans. Même les chercheurs transphobes pourront plus faire leurs recherches. Mais ça veut dire que le seul discours sur les personnes LGBT sera le discours officiel, c'est-à-dire le discours du gouvernement. Donc le discours du puritanisme, exactement. Donc le discours anti-trans bas du front. Et on n'aura même plus droit aux transphobes qui sont des chercheurs un petit peu nuls à chier. On n'aura même plus le droit aux transphobes qui font un peu de recherche pour étayer leur transphobie. Même ça, on n'y a plus le droit. Et en fait, concrètement, du coup, plus d'études de rapid onset gender dysphoria. Non, plus d'études. Mais par contre, une possibilité dans les médias, une possibilité du gouvernement de dire le rapid onset gender dysphoria existe parce que je le pense. Et du coup, personne pourra dire non, regardez, ça a été prouvé scientifiquement. Non. Ça ne concerne pas la recherche privée, mais le problème, c'est que tout ce qui se passe sur le public sert de guideline pour le privé. En fait, généralement, le privé a tendance à se calquer. Alors, parfois, c'est l'inverse. Parfois, le privé peut être précurseur sur des trucs du public.
mais le privé a tendance à se calquer sur ce que fait le public. Parce qu'en gros, tout simplement, il y a l'angoisse que il y a toujours un moment où la puissance d'État apparaît, notamment dans le domaine de la recherche médicale, parce que je sais pas, faut approuver des médicaments, faut approuver des guidelines de prise en charge, etc., etc. Donc, il y a de forts risques aussi que le privé se mette également à censurer pour simplement pouvoir continuer de bosser avec le public, sachant que quand tu es dans la santé, tu es un peu obligé de bosser avec le public. Pour l'instant, c'est le premier brouillon de censure qui a été envoyé, mais ça peut avoir des ramifications qui vont y compris dans le privé. Les études sociologiques sur le genre, on ne doit pas trouver beaucoup en institut privé. Oui, aussi. Il doit y en avoir quelques-unes. Mais en effet, ça menace absolument l'entièreté du pan de la recherche. Ce que fait Trump, là, pour l'instant, c'est des ordres exécutifs. Donc, c'est des trucs administratifs. C'est Trump qui dit, l'administration, voilà comment vous devez vous comporter. Donc, c'est pour ça que c'est le crash test. Il est en train de mettre en place un petit peu un début. Et la question, encore une fois, c'est quel va être l'impact sur le reste. Et on peut se douter fortement que l'impact va être très très fort aussi sur le privé, parce que souvent il y a ce genre d'effet d'entraînement, il y a ce genre d'effet en fait de mimétisme. Et tout simplement aussi que c'est une nouvelle mode, que de toute façon le privé il répond à quoi? Il répond à la loi de l'offre et de la demande, il répond à la loi du profit. Donc ils se disent, en ce moment c'est plus trop la mode de parler des personnes LGBT, donc les gens vont beaucoup moins acheter nos études sur les personnes LGBT. Du coup, on va arrêter d'en produire parce que c'est dépenser de l'argent pour rien. Maintenant, les études intéressantes, c'est celles qui prouvent que les vaccins, c'est de la merde. Et donc, en fait, c'est simplement que ça peut indiquer aussi une redirection des fonds pour assurer le profit dans une logique où le marché évolue et où les modes évoluent. Donc, un qui est chargé de recherche du CNRS. Donc, le fascisme 2.0 est en marche. Edith, le texte ici ci-dessous n'est pas de moi, mais de Quentin Rodriguez, trouvé sur Facebook. Toutes les infos sont réelles et je souscris au fond de ce qui est dit. Les chercheurs du CDC, Centre pour les contrôles des maladies, l'équivalent américain de Santé publique France, viennent de recevoir un email leur ordonnant de stopper immédiatement toute publication scientifique en cours qui comprendrait une liste de mots dorénavant interdits, comme LGBT, genre ou trans. Oui, vous avez bien lu. Tous les chercheurs américains travaillant pour ou recevant une bourse des CDC, donc encore une fois, les gens qui reçoivent une bourse du Center for Disease Control, c'est aussi des gens qui peuvent bosser aussi en parallèle dans le privé. Il peut y avoir ce genre de partenariat public-privé, ça peut exister. T'as des gens qui sont chercheurs au CNRS et qui en même temps bossent dans un institut. Bref. Enfin, qui ont une bourse du CNRS qui ont un partenariat, quoi. Oui, vous avez bien lu, tous les chercheurs américains travaillant pour ou recevant des bourses des CDC doivent demander un retrait des articles scientifiques en cours de révision dans quelques revues scientifiques que ce soit pour vérifier avant toute publication qu'ils sont bien expurgés des mots désormais officiellement censurés par le gouvernement américain. C'est de la censure. C'est sans précédent dans un pays développé. Le choc dans la communauté scientifique s'annonce immense. Ce n'est que la plus ahurissante d'une série de mesures de mise au pas des institutions scientifiques américaines prises en rafale ces derniers jours. Ces mêmes CDC hébergent des jeux de données épidémiologiques majeurs. Ça, c'est le truc dont je vous parlais au début. Accumulés au fil des années. Depuis 24 heures, c'est la panique générale, car ces jeux de données sont en train d'être expurgés, eux aussi, de tous les termes désormais censurés. Donc même toutes les databases sur les données épidémiologiques, encore une fois, je vous donne l'exemple du VIH parce que c'est vraiment le meilleur exemple. T'as plus le droit de parler des LGBT, comment tu parles de la prévalence du VIH chez les homosexuels? Comment tu parles de la prévalence du VIH dans les populations trans? Voilà, tu sais plus, tu peux plus faire de politique de santé publique. C'est une extermination par le fait, c'est une extermination des personnes LGBT du domaine du savoir. Vous savez, la noosphère, comme dirait Mélenchon, la sphère de la connaissance et du savoir, c'est une extermination des personnes LGBT de la noosphère. Et généralement, ça préfigure l'extermination d'autres cadres de la vie, on va dire. Des pans entiers de données de recherche sont mis hors ligne sans explication sans que les chercheurs sachent ce qu'il en adviendra. À l'adresse data.cdc.gov, on peut lire un simple bandeau d'avertissement. Le website du CDC est en train d'être modifié pour appliquer les ordres exécutifs du président Trump. La rubrique consacrée au VIH, qui regroupait toutes les données publiques liées à l'épidémie aux États-Unis, a purement disparu. D'ailleurs, au passage, les États-Unis se sont retirés de tous les trucs internationaux d'aide humanitaire sur la question de VIH. Enfin bref, donc les États-Unis se sont retirés en fait des politiques de santé publique internationale sur le VIH. Donc, bon, bref. Au plus fort de l'épidémie de VIH/SIDA dans les années 80, bien sûr, il y avait une volonté de laisser crever les gays parce que de toute façon, c'était contre une nature qu'il avait bien mérité. On est en train d'y revenir. The Atlantic a déjà commencé l'opération. La NSF, Agence nationale pour la recherche, avait quant à elle déjà annoncé depuis 2 jours la suspension sine die de milliers de bourses de recherche qu'elle verse à travers le pays, là aussi pour passer en revue les travaux de recherche qui pourront se poursuivre et ceux qui devront être arrêtés. Donc là, on suspend le paiement de ta bourse de recherche pour voir si tes recherches rentrent dans... si tes recherches seront censurées ou pas, en fait, si tu as le droit de faire des recherches sur ton sujet. Le ministère de l'Agriculture, de son côté, a donné pour consigne d'effacer toute présence de l'expression « changement climatique » sur ses sites web. Pourquoi je vous parlais d'un autodafé numérique? C'est parce que dans les parallèles historiques,
Bah, ça fait beaucoup penser à ça. Dans les années 30, Berlin était à la pointe avancée des recherches sur la sexologie, notamment avec le Institut für Sexualwissenschaft, l'Institut de recherche en sexologie du docteur Magnus Hirschfeld, qui avait le double tort d'être à la fois juif et homosexuel, et donc était considéré comme l'homme le plus dangereux de l'Allemagne. C'est littéralement ce que disaient les nazis à son sujet. Magnus Hirschfeld avait mis en place des recherches d'un point de vue déjà pour une raison militante, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait un discours hygiéniste, anti-homosexuel, etc. Et Magnus Hirschfeld, en tant que scientifique, faisait le pari que si on arrivait à prouver que l'homosexualité n'était qu'une tendance naturelle et une variation naturelle de l'être humain, on pourrait poser l'argument que du coup les homosexuels doivent être protégés et que les homosexuels ne sont pas une dégénérescence de la société qu'il faut corriger, mais au contraire des citoyens comme les autres. Et c'était énormément sur ça que se basait le militantisme des mouvements homophiles de cette époque-là, sur le fait de prouver que l'homosexualité advient de façon naturelle dans les populations humaines et que dans ce sens-là, il faut ne pas la réprimer. Voilà. Et donc c'était le travail de Magnus Hirschfeld, qui était donc un travail scientifique extrêmement précieux, mais aussi dans une objectif militante d'inclusion et de protection des minorités. En 1933, l'Institut de sexologie de Berlin, et donc l'Institut de sexologie, donc ça parlait d'homosexualité, mais dans cet Institut de sexologie, Magnus Hirschfeld recevait également énormément de personnes transgenres. Quand on regarde les photos de l'Institut de sexologie à l'époque, il y avait des femmes trans qui le fréquentaient, des hommes trans qui le fréquentaient, et c'est à cet institut que, il me semble, la première opération génitale féminisante avait été réalisée. Ça a été un espace pionnier de l'affirmation des droits des personnes trans, et aussi Hirschfeld, dans ses recherches, avait eu un petit peu l'intuition de ce qui sera confirmé plus tard. Et d'ailleurs, un de ses disciples, le docteur Harry Benjamin, d'après lequel on a nommé le syndrome de Benjamin, entre guillemets, le syndrome de Benjamin, c'est comme ça qu'on appelait le transsexualisme en France. D'ailleurs, pas que, aux États-Unis aussi. Harry Benjamin, il a bougé aux États-Unis, il a continué ses recherches aux États-Unis. C'était un des disciples de Hirschfeld. Hirschfeld avait eu l'intuition de ce qui sera confirmé plus tard, donc après la guerre, parce que voilà, c'est beaucoup de recherches à l'époque sur le développement sexué, avait l'intuition du fonctionnement des hormones, puisqu'en fait, il recevait aussi des personnes intersexes dans son cabinet, en fait, parce qu'au début, en fait, ils essayaient de chercher l'origine de l'homosexualité. Au début, ils avaient l'idée d'une origine étiologique, je crois, donc une origine en fait physique de l'homosexualité, que l'homosexualité, c'était que des gens étaient un petit peu intersexués physiquement, et qu'en fait, si on faisait un examen physique des personnes, on allait voir que les homosexuels avaient des traits physiques qui montraient cette forme d'intersexuation, puisqu'on était dans la théorie de l'inversion à l'époque. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de corrélation entre le fait d'avoir des traits intersexués et le fait d'être homosexuel. Et en fait, c'est à partir de son travail de recherche et du travail de recherche de toutes ses équipes qu'on a commencé à pouvoir faire une distinction entre l'orientation sexuelle, entre l'identité de genre, entre l'intersexuation, et comment tout cela interagissait entre eux, et comment, éventuellement, il y avait peut-être une molécule, qu'on découvrira plus tard comme des hormones, mais qu'il y avait peut-être une molécule qui faisait que les gens se développaient d'une certaine façon, et que comment toutes ces variations naturelles du vivant pouvaient exister, et comment on pouvait les affirmer. Et en 1933, l'Institut de sexologie de Berlin a été détruit par les nazis. Son fondateur, Magnus Hirschfeld, médecin engagé dans la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité, en avait fait un lieu de refuge ouvert à tous, mais aussi de recherche pionnière. C'est les homosexuels qui m'ont donné l'idée. Merci Perona Shiny, merci Keiner. En 1933, l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld a été saccagé, les livres ont été brûlés, ça a été le premier autodafé de l'Allemagne nazie. Probablement, si vous avez étudié l'Allemagne nazie en cours d'histoire et que vous avez un petit peu regardé vos manuels d'histoire, vous avez probablement vu une image d'autodafé. Vous savez, ces grandes cérémonies où on brûlait des bouquins, on en faisait un gros feu de joie, etc. Et les nazis en faisaient une grosse démonstration de force. La photo que vous avez eue dans votre manuel d'histoire était très probablement l'autodafé de l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld, puisqu'ils cramaient les bouquins, ils en faisaient une grande publicité, ils prenaient des photos, des trucs comme ça, etc. Et la plupart des photos d'autodafé, en effet, viennent de l'autodafé de l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld. Ça a été le premier. Le saccage et l'autodafé ont eu lieu alors que Hirschfeld était en déplacement, du coup il a pu y rééchapper, et après il est allé se réfugier en France. Et puis après il a été encore poursuivi en France, et je crois qu'il est mort en France d'une maladie, je sais plus. Bref. Tout ça pour dire que ça a commencé par là. Donc quand je parle de ce qu'a fait Trump avec le CDC comme d'un autodafé numérique, bah c'est parce que l'histoire a tendance à bégayer et à se répéter de façon assez effrayante. Encore une fois, tout à l'heure, quand on regardait le truc de CDC, qu'on était en mode bon, c'est quoi l'ampleur du truc? Ça touche pas encore la recherche privée, on sait pas, mais simplement le fait de supprimer, parce qu'en fait, dans cet autodafé, on a perdu des recherches ultra précieuses
qu'il aura fallu des années après pour pouvoir reconstituer, etc., etc. On a toute une bibliothèque, tout un savoir qui a été fait sur le genre, sur la transidentité à cette période-là, qui a été perdu pour toujours dans cette autodafé. Et en fait, c'est ce qui va se passer également avec toutes ces données, toutes ces bases de données de la CDC. À partir du moment où tu en expurges les mentions, les recherches qui prennent en compte les personnes LGBT, bah, de fait, tu préfigures ce qui s'est fait après. Ça a été l'arrestation, le contrôle légal, parfois même la déportation systématique des homosexuels, des personnes trans, etc. Et c'est ce qui a déjà commencé. Les restrictions légales sur les passeports. On a déjà pas mal de TikTok qui sont sortis, de meufs trans, qui sont allées refaire leur passeport et qui soit sont sortis avec un passeport avec marqué M et non plus F, ou alors une qui, en allant renouveler son passeport, elle s'est retrouvée avec tous ses papiers kidnappés. Elle était là en mode, bon, je vais refaire mon passeport parce que je vais voyager, donc j'ai juste besoin de voyager, je sais que vous allez mettre un M, allez, foutez-moi le M. Et les gens qui lui ont dit, ah non, on vous prend vos trucs, et qui lui ont pris ses papiers en otage, et elle était en mode, attends, mais j'ai même plus ma carte d'identité, j'ai même plus rien. Et non, attends, parce que non, c'est bizarre. Et puis si vous faites un esclandre, on vous fait arrêter par la police. Je dis ça pour les personnes LGBT, je dis ça aussi pour les personnes racisées, je dis ça pour tous les domaines de minorisation politique qu'il peut y avoir. Donc voilà, désolé, je voulais pas vous déprimer, mais c'était important de parler. Ça me permet aussi un petit peu de reparler de Magnus Hirschfeld et de l'Institut de recherche en sexologie, de faire un petit peu un autre parallèle historique, mais aussi de vous dire, faut vraiment avoir en tête par où ça commence, parce qu'en fait, ça commence par les populations que tout le monde déteste. Ça commence par les populations qui dégoûtent. Ça commence par les populations dont qu'on n'a pas trop envie de défendre, les personnes trans, les personnes LGBT en règle générale, hein. Les étrangers, les immigrés, eux on les déteste, donc ça va. En fait, ça commence par ça, et c'est le fameux. J'ai pas envie d'être cliché, tu vois, mais c'est le fameux. Ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit parce que j'étais pas juif. Ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit parce que j'étais communiste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne. Enfin, ça va être les musulmans et les gens du voyage, ouais. Et les personnes trans aussi. J'en parle beaucoup de l'importance de la transphobie et de l'homophobie dans les politiques d'extrême droite. Et à chaque fois, un petit peu, je jongle entre eux une importance en termes de ça radicalise des gens et en même temps, etc. Mais en fait, il faut un bouc émissaire, il faut construire un ennemi de l'intérieur dans tous les aspects de la vie que tu veux régenter. Mais si on veut te faire peur d'un point de vue sexuel, on va te montrer les personnes trans. Si on veut te faire peur d'un point de vue identitaire, racial, etc. Enfin, si on veut toucher à tes affects de bon français, ça va être les étrangers. Si on veut toucher à tes affects de bon hétéro, ça va être les trans. Et enfin. Il y a toujours, dans les minorités, il y a toujours un bouc émissaire pour venir titiller, vulgariser le fascisme et radicaliser sur ce qui te touche le plus. Enfin, sur ce qui, voilà. En fait, c'est compliqué d'équilibrer le discours entre on est une première étape et un premier prétexte et on est vraiment victime de ça, donc on est aussi des victimes directes de ça. Et c'est toujours compliqué parce que parfois, t'as l'impression de devoir être réduit à dire « Intéressez-nous à nous ». Pas pour nous-mêmes, hein, mais parce qu'après, ce sera vous. Et du coup, voilà, mais intéressez-vous à nous, mais pour vous-même. Enfin, t'as un petit peu ce truc-là de « Non, intéressez-vous à nous pour nous aussi ». Dans le casting iconoclaste de Donald Trump, Robert Kennedy Jr. est une des personnalités les plus controversées. Figure des anti-vax aux États-Unis, l'un des nombreux fils de Robert F. Kennedy, ancien procureur général des États-Unis de 61 à 64, est devenu le renégat de l'iconique dynastie démocrate. Dans une lettre adressée la veille de son audition aux sénateurs et sénatrices, sa cousine, j'ai vu le TikTok, c'est incroyable. Sa cousine Caroline Kennedy l'a qualifié de prédateur, à l'image des faucons qu'il domestique, et nourri de bébés poulets passés au shaker, a révélé la chaîne CNN sans être démentie. Alors, sa cousine, elle dit pas seulement qu'il nourrit ses faucons avec des bébés poulets qui passent au shaker, mais c'est qu'il prend un plaisir, c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo, qu'il prend un plaisir à foutre ses bébés poulets au shaker devant ses invités quand il est chez lui. Il prenait un plaisir, avec ses cousines, etc., de prendre ses bébés poulets, de les foutre dans le shaker devant elle en mode « Ah, regarde, t'as vu, c'est pour leur faire à manger, etc. » Genre, elle était en mode, c'est que c'est un sadique, en fait. C'est un sadique. Et en gros, c'est ce qu'elle explique dans toute sa lettre et dans tout son TikTok, etc., que j'ai vu passer. C'est une dinguerie, en fait. Non, mais il est totalement starbé. Il a quel poste, ce mec ? Il prétend au poste de ministre de la Santé des États-Unis. La fille de John F. Kennedy l'accuse surtout d'exploiter le désespoir de parents d'enfants malades, de vacciner ses propres enfants, tout en décourageant de manière hypocrite les autres parents de vacciner les leurs. Bien évidemment qu'il vaccine ses gosses. Mais par contre, il est anti-vax, pour les autres. Durant son audition, il a subi une rafale de questions de la part des démocrates sur ses positions hostiles à la vaccination. Le sujet est majeur aux États-Unis où une série de sondages compilés dans une étude de l'Institut national de la santé, celui qui va être censuré,
montrent qu'une large majorité d'Américains et d'Américaines estiment être mal informés sur les effets secondaires du vaccin contre le Covid ou approuvent fortement qu'ils pourraient en être les victimes. Et encore une fois, voilà, tous les trucs de... Quand Robert Kennedy Jr. il dit « Je vais vous donner une transparence totale politique de vaccination », c'est pas qu'il va faire une transparence totale, c'est qu'il va alimenter en fait toutes ces peurs. Il va pas créer une politique d'éducation populaire à comment fonctionne un vaccin, les effets des Covid longs, des trucs comme ça, etc. Mais il va simplement... dire, oui, il faut vous nourrir de trucs crus, de viande crue et de fruits pressés. Et comme ça, vous allez soigner toutes vos maladies. Écoutez-moi. Voilà. Voilà. L'angle d'attaque le plus pertinent de la part des démocrates a touché au revenu très confortable perçu par Robert Kennedy Jr. dans sa croisade pour dénoncer les effets secondaires des vaccins. Le sénateur démocrate Ron Wyden lui a rappelé sans être démenti qu'il avait perçu 5 millions de dollars de droits d'auteur de ses différents livres consacrés au vaccin. L'un d'entre eux est par exemple titré, sans ambiguïté, « Vaccine Villains ». Oh, putain, les méchants des vaccins. Ça, c'est vraiment, en plus, les bouquins aux États-Unis. Les titres, ils sont tellement simplistes. C'est une dinguerie, genre vraiment, c'est... Dans ses différents livres, il a nourri de nombreuses théories du complot autour des vaccins, interrogeant le lien entre la vaccination des enfants et l'autisme, largement réfuté, ou encore l'épidémie des maladies chroniques qui frappent les plus jeunes, notamment le diabète. Oui, parce que bien évidemment, le diabète, c'est absolument pas à cause de la bouffe transformée et du sucre, c'est bien évidemment à cause des vaccins. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren l'a aussi mise en difficulté en estimant qu'il serait en conflit d'intérêts s'il était chargé du ministère de la Santé. En effet, dans sa déclaration d'intérêt, il indique qu'il perçoit toujours un pourcentage à chaque fois qu'il oriente une famille vers le cabinet d'avocats Wisner-Baum, qui poursuit le laboratoire Merck pour de supposés effets secondaires du vaccin Gardasil contre le papillomavirus. Sur ce vaccin encore, il existe pourtant un consensus scientifique quant à son efficacité et sa sécurité. Et donc voilà, le papillomavirus, c'est ce qui donne le cancer du col de l'utérus notamment, mais pas que, enfin voilà, ce qui donne beaucoup de trucs, mais notamment responsable du cancer du col de l'utérus. Globalement, partout où ça se fixe, ça fout des cancers, majoritairement col de l'utérus parce que c'est sexuellement transmissible notamment. D'ailleurs, les hommes homosexuels, vous êtes éligibles à la vaccination contre le HPV, puisque vous êtes concernés par le papillomavirus. C'est gratuit jusqu'à 26 ans pour les hommes gays. En fait, globalement, si tu te fais pénétrer, on considère que t'es à risque, et si tu pénètres, t'es en mode « Oh, mais au pire, tu le transmets, mais c'est tout, tu t'en fiches. » C'est un petit peu ça. Mais ça, c'est le papillomavirus humain. Tout le monde est concerné, je suis un homme hétéro, je l'ai fait l'an dernier. Non, mais les hommes hétéros, vous pouvez le faire et vous êtes largement concernés, et c'est un enjeu de prévention. C'est-à-dire que si vous pouvez éviter de transmettre le virus, c'est comme la contraception, en fait. Très bien, c'est génial la pilule, mais si les mecs pouvaient aussi bloquer à leur niveau pour éviter que les meufs aient à prendre c'est pas mal aussi. Alors c'est le même principe, le papillomavirus. Donc vaccinez-vous tout le monde, vaccinez-vous. C'est pas obligatoire le HPV. Je sais que j'ai eu une très très bonne médecin alors. La faiblesse de Robert Kennedy Jr. repose sur la question de l'assurance santé, un édifice complexe mélangeant assurance publique, Medicare pour les personnes âgées et Medicaid pour les Américains les plus modestes, et assurance privée, hors de prix et peu protectrice, Luigi, piou piou, merci. Il a plusieurs fois renvoyé la balle aux sénateurs et sénatrices d'un craintif « Je travaillerai avec vous sur le sujet ». J'aime beaucoup votre slogan « Make America Healthy Again », rendre sa santé à l'Amérique. J'approuve fortement cette idée. Le sénateur socialiste du Vermont, Bernie Sanders, a ainsi aimablement débuté son intervention. Puis il a assommé Robert Kennedy Jr. de questions auxquelles il n'a pu répondre. Pensez-vous que les États-Unis devraient rejoindre tous les pays du monde qui garantissent à toute la population un accès aux soins qui est un droit humain ? Oui, non, parce que le « Make America Healthy Again » de Robert Kennedy, c'est « buvez des jus de fruits ». C'est Alice Capel qui a fait une vidéo là-dessus, il me semble. Elle a fait une vidéo sur le système de santé états-unien. Je crois que c'est dans celui-là qu'elle parle de tout le mouvement MAHA, donc Make America Healthy Again, comment ça s'est développé dans tous les cercles trumpistes, Robert Kennedy Jr., etc. Et c'est vraiment, elle vous refait vraiment elle vous retrace en fait tout le truc de comment le truc de Make America Healthy Again, en fait, c'est un cheval de Troie pour encore plus bloquer l'accès à la santé universelle, etc. Bref. L'industrie pharmaceutique fait 100 milliards de dollars de profit, paye ses PDG de manière délirante et nous vend des médicaments 10 fois plus chers qu'ailleurs. Pensez-vous qu'aux États-Unis, nous ne devrions pas payer nos médicaments plus chers que dans les autres pays riches ? Oui ou non ? La promesse de Trump, Make America Healthy Again, est donc apparue bien creuse. Robert Kennedy Jr. a dressé le portrait d'une nation affaiblie par une explosion de maladies chroniques. Diabète, maladies auto-immunes, cancers, notamment pédiatriques, à tel point que la sécurité nationale, économique et militaire s'en trouve menacée. 60% de nos enfants pourraient rejoindre l'armée parce qu'ils tombent malades à force de manger de la nourriture ultra transformée. Rappel, hein, lui, il est pour le fait de boire du lait, du raw milk, du lait cru non pasteurisé. Hein, voilà, ça c'est la grande tendance chez les Trumpistes débiles anti-vax, c'est qu'ils boivent du lait cru non pasteurisé. Bah ça vient de la vache, donc ça doit être bon pour moi. Bah non, parce que c'est pour le veau, c'est pour son petit à elle en fait. Comme toi, le lait de toi, c'est le lait que t'as pour ton petit. Donc c'est pas... Après, c'est buvable. On parle des États-Unis, les gens.
Vous croyez vraiment qu'ils ont les protections sanitaires nécessaires pour boire cette merde? Pas question cependant d'interdire ce que mange mon boss. Donald Trump raffole de burgers et de frites. Mais il veut informer sur les conséquences de cette nourriture sur la santé. À plusieurs reprises, il a affirmé que les Américains devaient se tenir responsables de leur santé. Ça veut dire payer plus cher, pas de système public de santé. Si t'es malade, c'est ta faute, t'avais qu'à mieux bouffer. Les sénateurs et sénatrices républicaines ont fortement appuyé cette vision pour la santé. Le New York Times, donc ça veut dire, voilà, concrètement, c'est du darwinisme social. Si t'as pas les moyens de survivre, et si t'es trop pauvre pour aller bouffer des trucs bio, bah c'est bien ta faute si tu meurs. C'est du darwinisme social, c'est de l'eugénisme. C'est ça, les plus méritants, comme d'habitude, les plus riches. Le New York Times estime que le prétendant au département de la santé et des services sociaux a gagné suffisamment de points auprès des membres du Grand Old Party, du GOP, jusque-là sceptique pour être confirmé à ce poste. Donc le pire, c'est qu'il a eu une audition ridicule à souhait, et en plus de ça, ça a convaincu les républicains. Ça a convaincu les républicains qui doutaient de lui. Eh ben putain, on est pas mal. Alors Musk, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé que DOGE, là, son département de Government Efficiency, ait accès à l'intégralité des bases de données de la sécurité sociale. Et donc pendant un moment, Musk a eu un accès intégral à l'entièreté des données personnelles des États-Unis. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il voulait suspendre le versement des allocs manuellement, du coup il était voilà. Mais en réalité, ce que ça montre et ce que ça révèle, c'est que Musk a un accès et un contrôle démesuré sur la vie personnelle et la vie intime des États-Unis. Il peut en faire ce qu'il veut. C'est pour ça que les gens ils sont en mode est-ce qu'il va vouloir les vendre? Est-ce qu'il va vouloir suspendre les paiements, les trucs comme ça, etc. Mais concrètement, c'est pas qu'est-ce qu'il va en faire, on sait pas. Mais c'est précisément parce qu'il peut en faire ce qu'il veut. L'article en entier, c'est du New York Magazine. L'homme le plus riche du monde pourrait désormais avoir accès aux informations personnelles et confidentielles de chaque contribuable des États-Unis, selon le New York Times et Wall Street. Donc ça date de mise à jour aujourd'hui. Selon le New York Times et Wall Street Journal, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a accordé vendredi à Elon Musk et à ses sbires de la fausse agence DOGE un accès complet au système de paiement massif du Trésor fédéral. Comme pour le reste du vaste projet de Musk au sein du gouvernement américain sous Donald Trump, on ne sait pas du tout ce qu'il compte faire de cet accès sans précédent. Vendredi également, le plus haut fonctionnaire du département du Trésor, David Lebrick, a apparemment été limogé après avoir refusé de donner aux responsables du département de l'efficacité gouvernementale l'accès au système. Donc en gros, il y a un mec qui disait non, je vous file pas l'accès à ça, en fait, genre c'est ultra sensible comme données. Et du coup, il a été viré. Parce qu'il a refusé de donner les accès à toutes les données personnelles des États-Unis à Musk. Ou plutôt, selon le Time, il a été mis en congé, puis soudainement mis à la retraite vendredi après le conflit, selon des personnes au courant de son départ. Lebrick a travaillé au Trésor pendant 3 décennies, a été nommé secrétaire au Trésor par intérim par Trump jusqu'à ce que Bessent soit confirmé par le Sénat lundi. Selon une source qui a parlé à CNN, selon une personne familière du département, des employés affiliés à Trump avaient déjà posé des questions sur la capacité du Trésor à stopper les paiements. Donc les paiements de la sécurité sociale. Mais Lebrick a rétorqué « Nous ne faisons pas ça », a-t-il dit. Il semble vouloir que le Trésor soit le point d'étranglement des paiements, et c'est sans précédent. En gros que, quel que soit ce que dit la loi sur les paiements, tu puisses fermer les cordons de la bourse directement à la source, quoi. Soulignant que ce n'est pas le rôle du bureau de décider quel paiement effectuer, c'est juste d'effectuer les foutus paiements. Le Washington Post ajoute, en règle générale, les systèmes de paiement du Trésor sont contrôlés par un petit nombre de fonctionnaires de carrière. Et voilà, mais comme on sait que Trump veut remplacer tous les fonctionnaires de carrière par des employés politiques, voilà quoi. Gérés par le Bureau of the Fiscal Service, ces systèmes sensibles contrôlent le flux de plus de 600 milliards de dollars par an vers les ménages, les entreprises et d'autres secteurs à travers le pays. Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à travers le pays dépendent de ces systèmes qui sont responsables de la distribution des prestations de sécurité sociale et d'assurance maladie, des salaires du personnel fédéral, des paiements aux entrepreneurs et aux bénéficiaires de subventions du gouvernement et des remboursements d'impôts, entre autres dizaines et milliers d'autres fonctions. Et comme le souligne le journal, toute interruption de son fonctionnement pourrait entraîner des perturbations économiques de grande ampleur. Dans le cadre des négociations sur le relèvement du plafond de la dette, les inquiétudes concernant la performance continue du système de paiement sont au cœur des inquiétudes de Wall Street et à Washington. Le journal rapporte également qu'une personne familière avec l'accord a déclaré que les représentants de DOGE n'auront pas l'autorité directe pour arrêter les paiements individuels ou d'apporter d'autres modifications, décrivant leur accès comme étant en lecture seule. C'est déjà pas mal la lecture seule en fait! Bessent a approuvé l'accord à condition que l'activité des représentants de DOGE soit documentée et surveillée. Les représentants du DOGE ont l'intention de réexaminer l'efficacité globale du système de paiement, a déclaré la personne. Le rapport ne précise pas qui pourrait effectuer cette surveillance. L'inspecteur général du département du Trésor était l'un des 15 organismes de surveillance indépendants que la Maison-Blanche de Trump a purgé. Donc il y avait un inspecteur du département du Trésor,
Mais Trump l'a purgé pour y foutre à la place Musk. Musk et Doge ont désormais accès à ce qui est en fait le carnet de chèques de l'Amérique. Et en ont potentiellement le pouvoir des semaines avant qu'une nouvelle crise du plafond de la dette ne se profile, à un moment où Musk promet de réduire d'une manière ou d'une autre une quantité hystérique de dépenses fédérales, et pendant une période chaotique dans laquelle lui et les autres responsables de l'administration Trump font peu de cas du gouvernement fédéral comme s'il disposait d'un pouvoir incontrôlé. Samedi, Musk a déjà fait des déclarations infondées sur X à propos de ce que ses enquêteurs Doge avaient découvert sur les processus de paiement fédéraux. Dimanche, il a affirmé que les fonctionnaires du Trésor de carrière enfreignent la loi à chaque heure de chaque jour en approuvant des paiements frauduleux ou en ne correspondant pas aux lois de financement adoptées par le Congrès. Donc en gros, il s'est mis à mentir pour jeter le trouble sur le Trésor pour dire « Faites-moi confiance, je vais m'occuper d'absolument tout ça, donnez-moi tout le pouvoir, je vais régler ce scandale que j'ai inventé de toutes pièces. » Il a également déclaré que l'équipe Doge bloquait les paiements illégaux. La sénatrice Elizabeth Warren, la démocrate la plus haut placée au sein de la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines, a envoyé une lettre au secrétaire au Trésor Bessent lui demandant d'expliquer pourquoi il a donné l'accès au système à Elon Musk. « Je suis alarmé par le fait que dans le cadre d'un de vos premiers actes en tant que secrétaire, vous semblez avoir remis un système hautement sensible, responsable des données privées de millions d'Américains et d'une fonction clé du gouvernement à un milliardaire non élu et un nombre inconnu de syndicats non qualifiés. Mais surtout, pas que à un milliardaire. Un milliardaire dont le modèle économique, le business entier repose sur la vente de données personnelles. Tout le secteur de la tech repose sur la vente des données personnelles. Le mec, le plus riche du monde grâce à ça, maintenant il a accès à toutes les données personnelles des États-Unis. Exactement, c'est de l'or numérique. Encore une fois, on ne sait pas vraiment ce que Musk et ses alliés du Doge et de la Maison Blanche comptent faire du système de paiement fédéral ou des informations qu'il détient. Mais le problème, c'est qu'il peut en faire beaucoup de choses. C'est ça le problème, c'est précisément qu'il peut en faire ce qu'il veut. La directrice exécutive du groupe de réflexion économique progressiste Groundwork Collaborative, Lindsay Owens, relève quelques possibilités inquiétantes dans un éditorial de MSNBC. Premièrement, accéder au système de paiement du Trésor pourrait être un moyen de geler les financements publics, comme l'administration a tenté de le faire plus tôt cette semaine. Elon Musk pourrait interrompre les paiements à des programmes comme Medicaid, Meals on Wheels, Head Start et d'autres en manœuvrant devant les tribunaux. Elon Musk a déjà demandé à ses ingénieurs de trouver des moyens de couper les flux d'argent vers les programmes auxquels lui et le président Donald Trump s'opposent. Avec les clés du système de paiement du Trésor, il peut unilatéralement couper ses fonds à la source. Elon Musk pourrait également mettre la main sur le système Do Not Pay, qui répertorie les personnes ou les entrepreneurs que le gouvernement a mis sur liste noire, ce qui lui donnerait théoriquement le contrôle sur les personnes avec lesquelles le gouvernement fait des affaires. Les contrats de gouvernement ont été au cœur de la fortune nette de 400 milliards de dollars. Bah oui, rappelle que Musk, toute sa fortune, elle s'est faite sur le fait d'avoir des contrats gouvernementaux. Les contrats Starlink, là où il a fait des contrats avec la NASA, bah la NASA, c'est l'armée en fait. Donc Musk a fait toute sa fortune sur le fait de se faire payer grassement par l'argent public. Et là, il a l'accès à toutes les données, toutes les databases sur les entreprises avec lesquelles le gouvernement travaille. C'est génial ça, pour tuer la concurrence. Ces entreprises ont signé des contrats gouvernementaux d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il pourrait facilement placer ses rivaux sur la liste Do Not Pay ou ouvrir le robinet pour des amis qui ont été mis sur liste noire. En fait, il a l'accès direct au robinet de la corruption. L'intrusion du Trésor intervient au moment même où Musk et son équipe facilitent une prise de contrôle hostile de l'Office of Personnel Management, l'équivalent du département des ressources humaines du gouvernement fédéral. Reuters rapporte que les hauts fonctionnaires de l'OPM ont été exclus du système informatique de l'agence et que personne ne sait ce que les gens du Doge font des données de l'OPM. Les fonctionnaires de l'Office des ressources humaines, des gens qui gèrent tous les fonctionnaires, ont été virés de leur outil de travail. Et maintenant, c'est les laquais de Musk qui ont un accès exclusif. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Cela fait suite à une tentative de Musk et des habitants du Doge, du Doge, de vider le personnel fédéral avec un email de rachat à prendre ou à laisser. Donc c'est le truc de voilà. Et juste avant cela, la tentative hasardeuse de la Maison Blanche de Trump, désormais bloquée, de geler toutes les dépenses fédérales avec un seul mémo. Le politologue Seth Masket tire lui aussi la sonnette d'alarme. Il y a de nombreux aspects troublants dans cette affaire, mais le plus fondamental est peut-être qu'Elon Musk n'est pas un fonctionnaire fédéral, qui n'a pas été nommé par le président ni approuvé par le Sénat pour occuper un rôle de direction au sein du gouvernement. Le département de l'efficacité gouvernementale annoncé par Trump dans un décret du 20 janvier n'est pas vraiment un département ou une agence gouvernementale. Et même le décret utilise des guillemets dans son titre. Même le décret dit oui, bon, le département, voilà, on verra plus tard, quoi. Il est parfaitement normal d'avoir un stratagème marketing comme celui-ci, mais Doge n'a aucun pouvoir sur les agences gouvernementales établies et Musk n'a aucun contrôle au sein du gouvernement. Peu importe qu'ils soient un allié du président, Musk est un simple citoyen qui prend le contrôle des bureaux gouvernementaux établis. C'est un consultant extérieur qui prend le contrôle de toutes les agences. Ce n'est pas de l'efficacité, c'est un coup de maître. Et Musk a obtenu tout cela pour presque rien. Tout ce qu'il a coûté pour avoir accès aux données financières des États-Unis.
au carnet de chèques de la sécurité sociale du gouvernement et vraisemblablement aux informations personnelles de chaque contribuable américain, c'est 288 petits millions de dollars de dons politiques pour aider à l'élection de Donald Trump. C'est une somme dérisoire pour quelqu'un qui vaut plus de 420 milliards de dollars. Et oui, du coup, vu qu'il n'est pas ministre, il n'a pas de compte à rendre. C'est vrai. Sur ce, les amis, désolé, je voulais pas vous déprimer, pardon, désolé, je voulais pas vous déprimer, désolé, pardon, je voulais pas vous déprimer, mais bon. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.